La disparition de Maddie McCann, des parents face au terrible mystère, épisode 1. Au Portugal, l'émotion est vive après la disparition d'une fillette britannique. La petite Maddie n'a plus donné signe de vie depuis 6 jours. Elle était en vacances avec ses parents et ses frères jumeaux. Elle aurait été enlevée alors qu'elle dormait dans sa chambre d'hôtel. La mobilisation pour cet enfant britannique disparu au Portugal prend aujourd'hui des dimensions spectaculaires. Cet élan de solidarité permet sans doute aux parents de Madeleine McCann de tenir le coup. 70 millions de personnes dans le monde ont déjà visité sur Internet le site lancé par la famille de la fillette. Son visage vous est forcément familier. De grands yeux bleus, une tache noire dans l'iris, un carré court, des cheveux blonds et une frange clairsemée. Ce portrait qui a fait la une des médias du monde entier est celui de Madeleine McCann, surnommée Maddie par la presse britannique. Le 3 mai 2007, cette fillette anglaise de 4 ans disparaissait au Portugal. Elle était en vacances avec ses parents, son frère et sa sœur. Dès les premières heures, cette affaire a suscité un émoi inédit et un emballement médiatique international. En 17 ans, les pistes pour expliquer la volatilisation de la petite Madeleine ont été nombreuses. Kate et Jerry McCann, ses parents, ont été soupçonnés par la police portugaise d'avoir tué leur fille. Et puis, en 2020, une nouvelle hypothèse a vu le jour en Allemagne. Dans le dernier épisode de cette saison, je recevrai Timothée Boutry, journaliste au service faits divers du Parisien. Il a suivi l'affaire depuis ses débuts. Je reviendrai avec lui sur l'enquête et sur ses éléments les plus récents. Aujourd'hui encore, le mystère qui entoure la disparition de Madeleine McCann ne s'est pas dissipé. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. À Praia da Luz, le temps est un peu maussade en ce mois de mai 2007, mais les vacanciers s'en accommodent. À 300 km au sud de Lisbonne, cette station balnéaire portugaise porte bien son nom. En français, Praia da Luz signifie plage de lumière. L'ancien village de pêcheurs est bordé au sud par l'océan Atlantique. Des kilomètres de plages de sable fin s'étendent à perte de vue. Praia da Luz est aussi prisée pour ses falaises, celle qu'on appelle le Rocher Noir est la plus connue. Son granit, formé à partir de laves volcaniques, date de 150 millions d'années. Le village et ses rues pavées se dressent en surplomb du littoral. La lumière y est omniprésente. Elle se réverbère sur les murs immaculés des bâtiments. Et dans l'air, le bruit du ressac se mêle au chant des oiseaux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Praia da Luz offre un cadre apaisant. Depuis plusieurs années, la station balnéaire s'est spécialisée dans le tourisme familial. De nombreux complexes accueillent des touristes européens. En ce début de printemps, ils sont déjà au rendez-vous. De petits groupes en tenue décontractée arpentent les rues étroites, appareils photo en bandoulière. Comme eux, c'est cette destination qu'ont choisi Jerry et Kate McCann pour leur semaine de vacances. Ils sont venus d'Angleterre avec 7 amis, dont 3 autres couples. En tout, il y a 8 enfants. Jerry et Kate en ont 3. L'aînée s'appelle Madeleine, elle a bientôt 4 ans. Shane et Amélie, les jumeaux, ont 1 an de moins. Pour leur séjour, les McCann et leurs amis ont privilégié le confort. Ils ont loué des appartements dans un complexe hôtelier. L'Océan Club propose tout un tas de services. Il y a 4 piscines et des cours de tennis. La journée, les clients peuvent confier leurs enfants à un club. Il y a même un restaurant de tapas dans le complexe. Comme ça, pas besoin de se frotter aux terrasses prises d'assaut par les touristes. Et en bonus, l'Océan Club met à disposition une crèche de nuit. Mais depuis son arrivée, le groupe se débrouille autrement. Les 9 amis ont décidé de dîner sur place tous les soirs. Au cours des repas, ils organisent des rondes pour veiller sur les enfants. La terrasse du bar à tapas est idéalement située pour ça. Abritée par un auvent, elle est juste à côté de l'une des piscines et à quelques mètres des différents appartements. Depuis le restaurant, on voit même certaines fenêtres. Et puis après tout, le complexe est sécurisé. Quel risque peut-il y avoir ? En cette soirée du 3 mai 2007, les amis ne dérogent pas à la règle. Toutes les demi-heures, à tour de rôle, chacun va jeter un œil sur sa progéniture.
L'appartement des McCann se situe à une centaine de mètres. C'est le 5A. Pour s'y rendre, il faut quitter la terrasse, longer la piscine et sortir du complexe. Une fois dans la rue, quelques pas suffisent pour atteindre le portail en fer forgé un peu plus haut sur la gauche. Derrière, un petit escalier mène à l'appartement. La chambre de Madeleine et des jumeaux est tout de suite sur la droite en entrant. Ce trajet, c'est l'affaire d'une poignée de secondes. Ce soir, les vacanciers se sont retrouvés vers 20h30. Après cette semaine bien remplie, ils sont un peu fatigués. Le retour en Angleterre est prévu pour le surlendemain. Les parents de Madeleine savent que leur fille a hâte de fêter son anniversaire avec ses copains. Elle aura bientôt 4 ans, dans 9 jours exactement, le 12 mai. À 21h05, Jerry McCann quitte la table le premier. 20 minutes plus tard, c'est au tour de Kate. Mais Matt, l'un de leurs amis, propose d'y aller à sa place. Son appartement est juste après celui des McCann. En allant voir ses enfants, il jettera aussi un œil sur Madeleine et les jumeaux. Matt revient quelques minutes plus tard. Il n'est pas entré dans la chambre des petits, mais il a tendu l'oreille et a entendu un bruit, comme si l'un des jumeaux se retournait. À 22h, Kate McCann se lève et emprunte le même chemin. Passé la porte de l'appartement, quelque chose la chiffonne. Elle ne se souvient pas d'avoir laissé autant de lumière dans la chambre des enfants. Un coup de vent claque violemment la porte. Kate la rouvre précipitamment. Dans la pièce, les jumeaux sont endormis. Mais sur la gauche, le lit de Madeleine est vide. Le sang de Kate ne fait qu'un tour. Le store a été relevé et la fenêtre est ouverte. Madeleine a disparu. Comment est-ce possible ? Pour les McCann, cette semaine de vacances avait pourtant bien commencé. Jerry et Kate étaient ravis de découvrir ce pays qu'ils ne connaissaient pas avec leurs amis. C'est la première fois qu'ils partaient tous ensemble. Ils attendaient ce moment depuis la réservation des appartements il y a 5 mois. À Rotley, le village anglais où ils habitent, le couple a un rythme soutenu. À 39 ans, Jerry et Kate sont tous les deux médecins. Il est cardiologue, elle est généraliste. Avec 3 enfants en bas âge, leurs semaines sont bien remplies. Alors ces vacances, c'était l'occasion de se reposer. C'était aussi l'occasion de profiter des jumeaux et de Madeleine. À presque 4 ans, la petite fille est toujours enthousiaste. Dès l'arrivée de la famille à l'Océan Club, elle a eu envie de participer à toutes les activités. Pendant la semaine, elle a fait de la voile et même du tennis, comme son père. Au club, la fillette s'est fait aussi des amis. Un jour, pendant un cours de voile, elle a plongé pour récupérer le chapeau de Jess, une copine de son âge. Les adultes du club se sont immédiatement jetés à l'eau pour la secourir. Mais ce soir du 3 mai, impossible de secourir Madeleine. Kate cherche dans tout l'appartement. Sa fille n'est nulle part. La mère de famille se rue dans les escaliers et court vers le restaurant en criant « Quelqu'un a pris Madeleine !» Ces hurlements alertent le reste du groupe. Jerry en tête, les amis quittent précipitamment la table. Interpellés, les autres clients se renseignent. Très vite, l'agitation gagne le complexe hôtelier. Incapable de se calmer, Kate répète en hurlant « Pas Madeleine, pas Madeleine !» Une autre clameur monte. Ce sont les amis des McCann, inquiets eux aussi. Il faut fermer les frontières, il faut des barrages. Jerry et Kate retournent dans leur appartement. Dehors, c'est l'effervescence. La nouvelle s'est répandue. La petite fille d'un couple d'Anglais a disparu. Au fil des minutes, les vacanciers et les membres du personnel se rassemblent. Tout le monde cherche Madeleine. De petits groupes se déplacent au pas de course dans la nuit. Ils passent au peigne fin le complexe hôtelier et les rues alentours. Certains descendent sur la plage, d'autres partent en voiture vers le nord. On ratisse les champs, on inspecte les aires de jeu. Bientôt, c'est comme si tout Praia da Luz se mobilisait. Mais pour les McCann, ce n'est pas assez. Le temps presse. Jerry prévient la police. Quelques minutes plus tard, 2 agents de la Garde nationale républicaine arrivent. Malgré la mobilisation de chiens de détection, les heures passent et Madeleine reste introuvable. À minuit, la Garde nationale républicaine décide de prévenir la police judiciaire. Un inspecteur et un enquêteur sont dépêchés sur place. Chez les McCann, ils recueillent le témoignage de Kate. Pour elle, il n'y a aucun doute, Madeleine a été enlevée. Sa fille n'a pas pu s'éloigner volontairement. Jen Tenner a vu un homme avec un enfant dans la soirée. Elle en est sûre et elle l'a raconté à Kate. Kate, qui le raconte à son tour aux policiers. « 2 heures, 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 2
Vers 21h10, Jerry McCann a quitté le restaurant pour se rendre à l'appartement et prendre des nouvelles des enfants. 5 minutes plus tard, Jane Tanner est elle-même allée voir si ses filles allaient bien. Et à ce moment-là, un homme est apparu portant un enfant d'un pas pressé. C'est ce détail et le fait que l'enfant était vêtu d'un pyjama sans être enveloppé dans une couverture qui a attiré son attention. Elle n'a pu le voir que de côté avec l'enfant dans les bras. Cette personne est descendue du trottoir qui borde l'immeuble et a traversé rapidement la rue. L'entrée de l'immeuble se trouve exactement à l'endroit d'où l'individu est apparu. D'après Jen, l'enfant était une petite fille blonde qui semblait du même âge que Madeleine. Une déclaration similaire renforce la piste de l'enlèvement. Une famille d'Irlandais affirme avoir vu un homme porter une petite fille dans ses bras juste avant 22h. Elle avait un pyjama rose. L'homme la tenait contre son épaule et marchait d'un pas vif. À l'aube du 4 mai 2007, épuisés, Kate et Jerry partent seuls à la recherche de leur fille. Le lendemain, les McCann et leurs amis vont porter plainte. L'inspecteur de la police judiciaire qui coordonne l'enquête s'appelle Gonzalo Amaral. Cet homme, à la calvitie naissante et à la moustache fournie, a 30 ans de PJ derrière lui. Avec la garde nationale, il organise la suite des recherches. Des chiens sont à nouveau réquisitionnés. Aux frontières, on ouvre l'œil. Les aéroports portugais et espagnols sont en alerte. Du côté de l'Océan Club, les vacanciers et résidents ne baissent pas les bras. Madeleine est dans tous les esprits. Des affiches avec la photo de la fillette ont déjà été accrochées un peu partout dans le village. En fin de journée, de plus en plus de camions et de satellites campent devant le complexe hôtelier. Les médias affluent en masse. L'ambassadeur d'Angleterre au Portugal fait le déplacement. Alors que la nuit vient de tomber sur Praia da Luz, Jerry et Kate McCann donnent leur première conférence de presse. Tous les deux portent un t-shirt vert et un sweat gris. Kate serre contre elle une peluche, un chat rose que Madeleine adore. La mère de famille a les traits tirés, les yeux rougis, éblouie par les flashs des appareils photo qui crépitent. Jerry McCann prend la parole. Les mots ne peuvent décrire l'angoisse et le désespoir qui nous rongent. Si vous avez des informations liées à la disparition de Madeleine, aussi triviale soit-elle, nous vous demandons de contacter la police portugaise pour nous aider à la récupérer en toute sécurité. S'il vous plaît, si vous avez Madeleine, laissez-la revenir auprès de sa mère, de son père et de ses frères et sœurs. Les jours suivants, le couple enchaîne les conférences de presse. L'affaire attire les médias du monde entier. À Rotley, chez les McCann, c'est le choc. Les journaux britanniques surnomment Madeleine Maddie. La frénésie et les rumeurs gagnent Praia da Luz. On commence à voir la petite fille partout au Portugal et dans les pays voisins. À cette époque de l'année, la population triple dans le village, passant de 400 000 à 1,5 million d'habitants. Cette densité rend difficile le travail de la police, qui a des effectifs limités. 6 jours après la disparition de Madeleine, Interpol lance une alerte mondiale. De son côté, la police portugaise annonce qu'un pédophile aurait enlevé la fillette. C'est en tout cas la première piste que les enquêteurs vont suivre avant de changer drastiquement de direction. Voilà une semaine que la petite Madeleine McCann a disparu. Au Portugal, la station balnéaire de Praia da Luz s'est transformée en cellule de crise. Kate et Jerry McCann se démènent pour retrouver leur fille. Ils enchaînent les conférences de presse face à des journalistes venus du monde entier et toujours plus nombreux. Les reporters suivent leurs moindres faits et gestes. Il ne manque pas non plus une miette des avancées de Gonzalo Amaral, l'inspecteur en charge de l'enquête. Avec ces hommes, le policier penche pour la piste d'un enlèvement à caractère sexuel. Un inconnu aurait kidnappé Madeleine. 2 témoignages ont renforcé cette hypothèse dès le soir de sa disparition. La police portugaise s'intéresse de près aux pédophiles anglais ou allemands qui séjourneraient dans la région. Et un homme va rapidement se trouver au cœur des soupçons. Gonzalo Amaral le sait. En matière d'enlèvement d'enfants, la moindre minute compte. Mais depuis le 3 mai, les heures défilent inexorablement.
Jusqu'ici, la police portugaise n'a pas glané le moindre indice concret. À partir du témoignage de Jane Tanner, l'amie des McCann, on a bien dressé un vague portrait robot. Un simple rond avec quelques traits en guise de cheveux. Pas de bouche, ni de nez et aucun œil. Alors pour avancer, l'aide la plus infime peut faire la différence. Et justement, l'un des voisins de l'Océan Club se montre très coopératif depuis le début de l'enquête. Il s'appelle Robert Murat. Ce père célibataire de 32 ans vit dans une petite maison avec sa mère et son fils de 3 ans. Son ex-femme et sa fille vivent toujours en Angleterre. Mais Robert Murat a décidé d'émigrer au Portugal il y a quelques années. Il est agent immobilier dans la région. La disparition de Madeleine semble lui tenir très à cœur. Du matin au soir, Murat n'est jamais loin de la police. Il quadrille avec les enquêteurs les petites rues de Praia da Luz, interroge les touristes anglophones et traduit même les dépositions pour les policiers. Quand il ne va pas à la rencontre des riverains, il reste avec les journalistes et échange avec eux sur l'affaire. Il connaît beaucoup de détails sur la disparition de Madeleine. L'heure à laquelle la fillette aurait été enlevée, son âge exact ou encore la couleur du pyjama qu'elle portait. Jennifer, la mère de Murat, s'implique aussi beaucoup. Elle apparaît parfois dans les sujets de télévision consacrés à la petite Maddy, derrière un stand installé dans la rue. Là, elle propose aux personnes qui auraient vu quelque chose d'écrire leur témoignage de façon anonyme. En arrière-plan, on voit très souvent le profil de son fils. Propre sur lui, Murat est bien bâti. Il porte des lunettes et se balade souvent en short et en chemise à carreaux. Une dégaine plutôt banale. Mais au bout de quelques jours, vous imaginez bien, son omniprésence commence à intriguer. Robert Murat est dans le collimateur de la police. Une équipe le suit en permanence. Sa maison est surveillée et il est mis sur écoute. Les enquêteurs décident de l'incriminer sur des bases plutôt floues. Écoutez cet extrait du journal de France 3 du 15 mai 2007. Pendant les premiers jours de recherche, il avait été très actif aux côtés de la police. Trop peut-être, son zèle a mis la puce à l'oreille d'une journaliste anglaise. Je l'ai beaucoup vu, le samedi et le dimanche. Et quelque chose dans son comportement me mettait mal à l'aise. J'en ai parlé à ma rédaction à Londres, qui m'a dit de parler de mes soupçons à la police. Les déclarations de cette journaliste du Sunday Mirror sont prises au sérieux. 11 jours après la disparition de Madeleine, l'enquête fait un bond. Le 14 mai 2007, à 7h du matin, le téléphone de Robert Murat sonne. C'est la police. Les enquêteurs tiennent une piste prometteuse. Ils ont besoin de l'agent immobilier pour traduire des documents. C'est assez urgent. Murat se lève et s'habille en vitesse. Arrivé à son portail, il comprend l'entourloupe. Plusieurs voitures de police sont garées devant sa propriété. Une perquisition d'envergure commence chez Robert Murat, à seulement 200 mètres de l'appartement loué par la famille McCann. L'information se répand vite. En quelques minutes, c'est la cohue. Tous les médias quittent l'Océan Club pour se retrouver devant la propriété de Murat. Là, les micros et les caméras essayent de récupérer un son ou une image viable. Mais la maison est entourée par un grillage et par une haie. À la télévision, tous les reportages se ressemblent. On aperçoit la police scientifique à travers les feuillages sur des gros plans mal cadrés. Une chaîne anglaise diffuse une séquence surréaliste. Alors qu'il est en train de tourner des images de la haie en gros plan, un journaliste échange avec la mère de Robert Murat. On n'entend que leur voix. Qui habite ici ? C'est moi. Vous savez pourquoi il fouille ? Je sais pas, je peux rien dire. Chez Murat, la police inspecte les moindres recoins et creuse des trous dans le jardin. Pendant ce temps-là, l'agent immobilier est interrogé au commissariat puis relâché en pleine nuit. Il a été placé sous le statut d'arguido. Au Portugal, c'est un statut un peu particulier. Le trentenaire est considéré comme un suspect officiel, mais il n'est pas mis en examen ni arrêté. Pour les journalistes, en revanche, l'affaire est pliée. Le nom et le portrait de Robert Murat font les gros titres. On oublie la présomption d'innocence. Les unes accusatrices se multiplient. Un tabloïd anglais annonce en première page que Maddy a été retenu par Murat. C'est sûr. Sinon, pourquoi serait-il si impliqué dans l'enquête ? Depuis sa maison, on voit presque l'appartement des McCann. Il a pu épier la famille avant de passer à l'acte. Et y regarder de plus près, son œil droit, plus petit que le gauche, lui donne un air menaçant.
La maison du beau-frère de Murat et l'hôtel de l'une de ses cousines sont fouillés par la police. Et une fois de plus, ça ne donne rien. Robert Murat reste malgré tout dans le collimateur de Gonzalo Amaral. Le 16 mai, un nouveau rebondissement met de l'huile sur le feu. La police s'intéresse à un informaticien de 22 ans. L'homme a créé le site internet de l'agence immobilière de Robert Murat. C'est un coup de fil passé le soir de la disparition de Madeleine qui a interpellé les enquêteurs. Murat aurait appelé le jeune homme à 23h30. L'informaticien est entendu par la police. Chez lui, on perquisitionne du matériel informatique. Les journaux annoncent que des images à caractère pédopornographique y sont retrouvées. Dans la presse, il est le nouvel homme à abattre. On le qualifie de prédateur sexuel et de trafiquant d'êtres humains. Des mois plus tard, sa voiture sera même incendiée en bas de chez lui. L'informaticien ne sera jamais formellement mis en cause par la police. 15 jours après la disparition de Madeleine, la pression médiatique est telle que le maire de Praia da Luz rappelle les journalistes à l'ordre. Pourtant, ce sont encore les médias qui vont donner une nouvelle trajectoire à l'enquête. Le 6 juin 2007, Madeleine a disparu depuis 1 mois. Et pour faire bouger les choses, Kate et Jerry McCann donnent des conférences de presse à travers toute l'Europe. Et voilà qu'à Berlin, une journaliste insinue le pire. Comment gérez-vous le fait que de plus en plus de gens semblent vous pointer du doigt et suggèrent que votre comportement n'est pas conforme à celui de parents dont l'enfant a été enlevé? Ils semblent insinuer que vous êtes peut-être impliqué. Le couple accuse le coup, mais garde son calme. Kate et Jerry répondent l'un après l'autre en tentant de cacher leurs troubles. Main dans la main, ils sont soudés comme depuis le début de l'affaire. À chacune de leurs apparitions, les McCann semblent un peu plus unis que la veille. Leur mariage paraît idyllique. Tous les deux sont beaux et sportifs. Kate est blonde et musclée. Son mari incarne la mesure et le sérieux. Catholiques et très croyants, ils sont souvent filmés aux abords de l'église Notre-Dame à Praia da Luz. On leur laisse même les clés pour qu'ils puissent venir prier en paix. Cette foi fait partie des choses qui les ont réunis il y a 12 ans. Kate et Jerry se rencontrent à Glasgow en 1993, en première année de médecine. Jerry est beau garçon, c'est un sportif qui pratique la course de fond. Sa stature carrée et ses yeux clairs en imposent. Et qu'importe sa réputation de séducteur, Kate est immédiatement charmée par sa douceur. D'autant qu'ils ont des points communs. Enfants de menuisiers, ils ont tous les deux grandi dans des familles catholiques aux racines irlandaises. En 1995, Kate décroche un poste de consultante en néonatologie en Nouvelle-Zélande. Et comme la vie fait parfois bien les choses, Jerry débarque 2 mois plus tard. De son côté, il est là pour une place en médecine générale et en cardiologie. À des milliers de kilomètres de leur terre natale, Kate et Jerry se rapprochent. De retour en Angleterre, ils se marient à Liverpool en 1998. Kate devient médecin généraliste, Jerry cardiologue. À 30 ans, ils veulent fonder une famille rapidement. Mais après 2 ans d'échecs, ils doivent se rendre à l'évidence. Pour eux, devenir parents ne sera pas si simple. Kate et Jerry ont besoin de nouvelles bases. Le couple déménage alors dans le Leicestershire et se lance dans un parcours de PMA. Les fives s'enchaînent, infructueuses. Et à chaque fois, c'est un nouveau déchirement. Mais la 3e tentative est la bonne. Madeleine voit le jour le 12 mai 2003. La petite fille les comble de bonheur. 1 an plus tard, ils tentent une nouvelle fécondation in vitro et celle-ci fonctionne immédiatement. Plutôt 2 fois qu'une. En février 2005, les McCann accueillent leurs jumeaux, Amélie et Sean. L'année suivante, la famille au complet déménage dans une grande maison de la petite bourgade de Rotley. Cet équilibre harmonieux a pris fin le 3 mai 2007. Il se brise davantage quelques jours après la conférence de presse de Berlin. 2 mois après la disparition de Madeleine, un article portugais va encore plus loin et fait basculer l'enquête. Qu'est-il arrivé à la petite Maddy ? Sous la pression, les enquêteurs portugais explorent toutes les pistes possibles. Mais il y en a une qui leur a échappé, du moins pour l'instant, celle du drame familial, accidentel ou volontaire. Au moment où les McCann voyagent dans le monde entier pour sensibiliser l'opinion au sort de leur fille,
le vent tourne. L'empathie qu'on leur réservait jusque-là va progressivement laisser la place au soupçon, puis à l'accusation. À la fin du mois de juin, l'article publié dans un hebdomadaire portugais fait office de détonateur. L'article s'intitule « Le pacte du silence ». Il accuse indirectement les McCann. Voici ce qu'il dit. Les parents de Madeleine et les amis avec qui ils ont passé leurs vacances à Praia da Luz sont suspects dans l'enquête. Il existe des versions contradictoires sur la nuit du kidnapping. Et un pacte du silence assumé au sein du groupe. Le papier s'évertue à prouver l'inconséquence des McCann et de leurs amis. Pour leur enquête, les deux journalistes sont allés interroger le personnel de l'Océan Club. Les employés dressent un portrait plutôt négatif des vacanciers anglais. Pendant le séjour, ils auraient tout fait pour passer le moins de temps possible avec leurs enfants, qui restaient au club toute la journée. Le soir, le groupe quittait le bar à tapas très tard et éméché. Les serveurs sont aussi sceptiques sur la question du roulement mis en place pour surveiller les enfants. Le jour de la disparition de Madeleine, les Anglais n'ont pas beaucoup quitté leur table. En bref, ils semblaient tous un peu négligents. L'article remet aussi en question la déposition de Jane Tanner. Les déclarations de la jeune femme changeraient de jour en jour. Plus troublant encore, interrogés par le journal portugais, certains amis des McCann auraient évoqué un pacte conclu entre les 9 adultes. L'article se conclut avec cette déclaration du chef de la police judiciaire de Faro, la capitale de la région. Nous n'écartons pas la possibilité de considérer la famille et les amis comme suspects. À Praia da Luz, ces révélations ont l'effet d'une bombe. Elles s'ajoutent aux rumeurs qui commencent à bruisser dans le village. Depuis quelque temps, les McCann ne sont plus en odeur de sainteté. On a du mal à comprendre pourquoi ils s'exposent tant. C'est vrai que Kate et Jerry remuent ciel et terre pour retrouver leur fille. Ils ont engagé une conseillère en relations publiques et enchaînent les déplacements pour mobiliser l'opinion publique. Amsterdam, Madrid, Rabat, Berlin et même au Vatican, où ils ont rencontré le pape Benoît XVI. Le 23 juin, Madeleine a disparu depuis 50 jours. Pour l'occasion, les McCann sont à Praia da Luz. Sous les yeux des vacanciers bronzés, en maillot de bain, ils descendent sur la plage. Dans leurs mains, 50 ballons portent la photo de Madeleine. Ils sont jaunes et verts, les couleurs de l'espoir. Jerry et Kate lâchent les grappes de ballons dans le ciel sous les applaudissements. Partout à travers le monde, des écoliers reproduisent le geste. Mais certaines personnes commencent à douter de leur sincérité, voire de leur innocence. Les Portugais trouvent qu'on en fait trop pour ce couple de touristes. Ils aimeraient la même attention. À cette époque, plus de 1600 affaires d'enfants disparus sont à déplorer dans le pays. La police, elle, rétropédale. Avant de parler d'enlèvement, elle aurait peut-être mieux fait de s'intéresser à la famille. Alors que s'est-il vraiment passé dans la chambre des enfants le soir du 3 mai ? La scène n'a pas été préservée. Les inspecteurs de la garde nationale sont arrivés 4 heures après la disparition. Et entre-temps, la pièce avait été vidée et les indices éventuels piétinés. Une vingtaine de personnes sont entrées dans la chambre pour chercher Madeleine. Des vêtements ont été déplacés, il y en avait partout sur le sol. Et puis, dans sa déposition, Kate a dit qu'elle avait trouvé la fenêtre ouverte et le store relevé. Mais quand ils sont arrivés, les policiers ont bien vu que le store était baissé. En août 2017, Gonzalo Amaral lance une nouvelle expertise. 2 chiens renifleurs sont amenés dans l'appartement loué par les McCann. Kila et Eddie ont chacun leur spécialité. Eddie est entraîné pour repérer les odeurs de cadavres et quand il en trouve, il aboie. Kila, elle, s'immobilise quand elle flaire l'odeur du sang. Eddie est le premier à pénétrer sur les lieux. Son attitude change dès l'entrée. Il est très agité. Dans l'une des chambres, entre un lit et un placard, l'expertise prend une nouvelle tournure. Eddie aboie aussi derrière le canapé du salon. C'est maintenant au tour de Kila. À côté du canapé, la chienne s'arrête, le nez collé au sol. Si l'on en croit leur expertise, du sang aurait été projeté à certains endroits et un cadavre aurait séjourné dans l'appartement. On emmène ensuite les chiens dans la villa louée par les McCann depuis la disparition de Maddie. Eddie tombe sur la peluche rose de Maddie. Celle dont Kate ne se sépare jamais. Et à son contact, le chien aboie. Kate McCann aurait-elle des choses à cacher ?
En tout cas, il n'en faut pas plus à la police. Au cours d'une énième conférence de presse consacrée à l'avancée de l'enquête, un porte-parole fait une annonce fracassante. L'enquête s'oriente maintenant vers la mort de la petite Maddie. Les recherches dans l'environnement des McCann ne s'arrêtent pas là. Le lendemain, des expertises sont menées sur une dizaine de voitures. Toutes ont été utilisées par le groupe d'amis pendant le séjour. Les 2 chiens réagissent à côté de l'un des véhicules, qui là s'immobilise dans le coffre. Cette voiture, ce sont Jerry et Kate qui l'ont louée, mais un mois après la disparition de leur fille. On présente aussi aux animaux des affaires appartenant aux McCann. Ils réagissent au contact de vêtements portés par Madeleine. Des prélèvements sont effectués à tous les endroits où les chiens ont marqué. Les échantillons sont confiés à la police britannique pour rechercher d'éventuelles traces d'ADN. À l'annonce de ces nouvelles, le monde entier est sous le choc. La machine médiatique s'emballe un peu plus. En Angleterre, l'affaire est en une des journaux tous les jours. Les McCann engagent un autre représentant en relations publiques et interrogé par un média anglais, le couple réagit. Comme souvent, c'est Jerry McCann qui prend la parole. C'est incroyablement difficile d'entendre des gens dire que votre fille est morte et que vous pourriez être impliqué là-dedans. Je veux dire, c'est juste incroyable de devoir faire face à ces choses-là. Sans même attendre les résultats des tests ADN, la police portugaise soupçonne le couple d'avoir transporté le cadavre de leur fille. Sinon, pourquoi les chiens auraient-ils réagi si près de la voiture ? Le 4 septembre, un rapport initial sur la teneur des prélèvements arrive. La police scientifique britannique invite à la prudence. Gonzalo Amaral et ses hommes n'en ont aucune. Dans la presse, on raconte que les échantillons d'ADN retrouvés dans la voiture correspondent à 80% au profil génétique de Madeleine. Les McCann sont convoqués plusieurs fois par la police. Ils sont accueillis par une armée de journalistes et une foule de badauds. Kate est sifflée. Le 8 septembre 2007, la nouvelle tombe. Les McCann sont placés sous le statut d'arguido, tous les 2 considérés comme suspects officiels. L'information est reprise dans le monde entier. Pour la police, Madeleine est morte après un accident domestique. Selon le Diario de Noticias, un quotidien de référence au Portugal, Kate McCann aurait avoué à la police avoir donné des sédatifs à ses enfants pour les aider à s'endormir. Le même journal affirme que la police portugaise travaille maintenant sur une piste. Kate McCann aurait donné à Maddie une dose trop forte de médicaments. Pour les McCann, c'est le coup de grâce. À Praia da Luz, l'ambiance devient invivable. En octobre 2008, au 129e jour de la disparition de leur fille, Kate et Jerry quittent le Portugal. Dans l'avion, un tiers des passagers sont des journalistes. La pression est telle que le couple est escorté par la police jusqu'au quartier paisible de Rotley où il habite. Niché au cœur du Leicestershire, Rotley est un village paisible. Un écrin de verdure loin de l'agitation de la ville. Kate et Jerry y occupent une maison en briques rouges dans un petit lotissement juste à côté d'une forêt. Mais aujourd'hui, le calme n'a plus la même saveur. Kate retrouve la chambre de sa fille comme elle l'a laissée. Ses peluches alignées le long de la fenêtre n'ont pas bougé. Ce jeu qu'elle avait laissé traîner non plus. Malheureusement, rejoindre l'Angleterre n'a rien changé. L'agitation médiatique s'est simplement déplacée. Ce qui se passait à Praia da Luz se passe maintenant à Rotley. Le village se remplit de camions, de paraboles et de journalistes. Ils n'hésitent pas à camper devant chez les McCann et à filmer à travers les hautes fenêtres du rez-de-chaussée. Cette agitation inhabituelle provoque un choc. « S'il vous plaît, partez », implore la une d'un journal local. Bientôt, les réseaux sociaux s'en mêlent. Lancés il y a peu, Facebook et Twitter permettent à des théories toujours plus farfelues de circuler. Des messages vont même jusqu'à souhaiter la mort de Kate. Les résultats tant attendus des analyses ADN finissent par arriver. La police scientifique britannique est catégorique. Les échantillons fournis étaient trop minces, trop complexes et pas concluants. Aucune correspondance avec l'ADN de Madeleine n'a été établie et aucune trace de sang n'a été identifiée. En octobre 2007, Gonzalo Amaral est licencié. Il faut encore attendre 9 mois pour que les parents de Madeleine soient mis hors de cause.
En juillet 2008, l'enquête est suspendue au Portugal. Les charges contre Robert Murat sont aussi abandonnées. Kate et Jerry ont maintenant accès au dossier de la disparition de leur fille. Ils sont bien décidés à connaître la vérité. Et puis, après 12 ans d'enquête, une piste semble sortir du lot en 2020. Les parents de Madeleine montent une petite équipe. Ils engagent un détective privé espagnol et une portraitiste du FBI. Malgré un travail colossal, cela ne donne pas grand-chose. Désespérés, en mai 2011, Kate et Jerry écrivent directement au Premier ministre David Cameron. 2 ans plus tard, Scotland Yard ouvre une enquête. Un service est créé pour l'occasion. Son nom, Opération Grange. L'unité de 30 enquêteurs est dirigée par l'inspecteur Andy Redwood. C'est un habitué des affaires difficiles. Les dossiers montés par la police portugaise sont épluchés une nouvelle fois. Et là-bas aussi, l'enquête est rouverte. En 2013, 442 personnes ont été interrogées dans le cadre de l'opération Grange. 41 suspects potentiels ont été identifiés. Mais il faudra attendre encore 7 ans pour qu'une piste probante se dégage. En 2020, les polices allemandes, britanniques et portugaises annoncent tenir un suspect. Un pédophile multirécidiviste allemand du nom de Christian Bruckner. Ce sont des fouilles dans un jardin qui auraient mené à son identification. À 42 ans, Bruckner purge une peine en Allemagne pour le viol d'une Américaine de 72 ans en 2005 dans le sud du Portugal. Il n'en est pas à sa première incarcération. Trafic de drogue, falsification de documents, cambriolage et pédophilie. L'homme a un casier bien chargé. Au moment de la disparition de Madeleine, Bruckner vivait dans une caravane dans la région. En juin 2020, un porte-parole du parquet de Brunswick fait une terrible annonce à propos de l'implication de l'homme dans la disparition de la fillette. Cette Allemande, 43 ans, est bien soupçonnée en tout cas de l'enlèvement et du meurtre de Maddie. La justice allemande ne la considère pas comme disparue. Tout laisse penser qu'elle n'est plus en vie, disait il y a moins de 15 jours le porte-parole du parquet de Brunswick. Ce même porte-parole déclare ce soir disposer de preuves, de faits concrets et non de simples indications qui appuient cette conviction. Ces preuves, dont parle le parquet de Brunswick, seraient des vêtements découverts dans la caravane du suspect. Plus précisément, 3 maillots de bain pour filles. Par ailleurs, les enquêteurs auraient mis la main sur des clés USB contenant des milliers d'images pédophiles. En avril 2022, Christian Bruckner est mis en examen dans le cadre de la disparition de Madeleine McCann. Mais aucun élément tangible n'a encore été divulgué. En février 2024, l'Allemand est à nouveau jugé devant le tribunal de Brunswick. Il est visé par plusieurs accusations de crimes et délits sexuels commis au Portugal entre 2000 et 2017. Certains de ces dossiers concernent des enfants. Le verdict est attendu pour le mois d'octobre. En mai 2024, les parents de Madeleine ont commémoré les 17 ans de la disparition de leur fille. Les enquêteurs britanniques de l'opération Grange ont demandé de nouvelles subventions pour continuer l'enquête. Jusqu'à 100 000 livres pourraient leur être versés. En 13 ans, la police a reçu près de 13 millions de pounds pour mener ses recherches. Timothée Boutry, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. De rien. Vous êtes journaliste au Parisien pour le service Faits divers. Vous avez couvert et vous couvrez de très nombreuses affaires. Vous vous êtes rendu à plusieurs reprises à Praia da Luz au moment de la disparition de Madeleine McCann en mai 2007. Puis vous avez continué à suivre cette affaire. Alors, Timothée, j'aimerais d'abord qu'on parle de cette dernière piste qui semble tenir à cœur la police britannique. C'est celle qui met en cause Christian Bruckner. De quels éléments la police dispose réellement pour l'incriminer dans la disparition de la petite Maddie ? Alors vous parlez de la police britannique, effectivement ça intéresse la police britannique puisque Maddie est une ressortissante britannique, mais c'est déjà une affaire qui concerne 3 pays en fait. C'est une disparition qui se produit au Portugal, donc c'est la justice et la police portugaise qui est officiellement saisie puisque ça se
se passe sur leur territoire. Évidemment, ça intéresse les Anglais puisque c'est une petite Britannique et Scotland Yard a été associé dès le départ aux investigations, mais on sait que ça n'a pas été très simple. Et il y a un troisième pays qui est venu se greffer, c'est l'Allemagne, qui était un peu l'invité inattendu, parce que jusque-là, on avait eu un dossier portugo-britannique. Et les Allemands ont donc révélé en 2020 qu'ils avaient un suspect, un de leurs ressortissants, Christian Bruckner, et ils ont donné des éléments incriminants sur lesquels on va sans doute revenir. Mais voilà, et aujourd'hui, c'est la piste principale, c'est la piste privilégiée, sans qu'on sache exactement précisément pourquoi. Il y a beaucoup de gros cailloux, je dirais, qui mènent vers lui, mais il n'y a pas l'élément décisif. En tout cas, il n'a pas été révélé. Donc voilà, mais c'est quand même une particularité, et ça complique aussi les choses, le fait qu'il y ait 3 pays comme ça qui soient concernés par cette histoire tragique. Alors, en 2020, c'est un porte-parole du parquet de Brunswick qui évoquait 3 maillots de bain découverts dans la caravane du suspect. 4 ans plus tard, est-ce que justement on en sait un peu plus sur ces éléments ? Non, en fait, c'est ça qui est assez curieux. L'affaire Madi, c'est un fait divers mondial. On va peut-être revenir là-dessus, sur comment ça a pu devenir une préoccupation pour autant de gens sur la planète. Et quand le parquet de Brunswick fait une conférence de presse pour dire voilà, on a un suspect, il s'appelle Christian Bruckner, pour nous on est convaincu qu'elle est morte, on lance un appel à un témoin, on a saisi un van, on a des appels téléphoniques, enfin tout ça c'est considérable, ça va avoir un impact dingue, ça a eu un impact dingue, parce que évidemment il y a beaucoup de gens qui sont en attente d'éléments, mais moi, ce qui me surprend, c'est aussi que finalement, 4 ans plus tard, on en est à peu près toujours à la même étape. Et moi, je veux bien croire qu'il y a des éléments qui mènent vers lui. Il coche pas mal de cases, mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'en 4 ans, on n'a pas beaucoup avancé. Alors peut-être que ça avance, et sans doute en sous-main. L'instruction, évidemment, elle se fait pas à livre ouvert, mais c'est vrai que le temps a passé. Et voilà, moi, c'est une petite surprise, mais j'espère. Enfin, je pense d'abord évidemment aux parents de Madi avant tout, mais j'espère qu'on en sort un peu plus et que surtout ça débouchera sur un procès. Enfin voilà, le but dans un état de droit quand il y a une infraction, c'est d'identifier un suspect et que ensuite il soit présenté devant un tribunal, une cour d'assises qui juge coupable ou non coupable en fonction des éléments du dossier qui lui sont proposés. On n'en est pas encore là, mais j'espère que ce sera l'issue. Et là, il y a un suspect. Pour l'instant, ce serait lui, mais quand ? Est-ce qu'il serait éventuellement traduit devant une cour ? Je ne sais pas. Alors, on reviendra un petit peu plus tard sur ce suspect. Quand l'affaire éclate, comment ça se passe ? Vous êtes envoyé par votre rédaction. Racontez-nous un petit peu les débuts et quels souvenirs vous gardez de ce moment où tous les médias se ruent dans cette station balnéaire du Portugal ? Alors moi, je pense que j'y vais pas exactement au moment de la disparition, mais un petit peu plus tard, quand ça commence à se concentrer sur les parents, en fait. Parce que, voilà, les parents de Madi ont été mis en cause par la justice portugaise. Alors ils ont eu le statut d'arguido, c'est l'équivalent de notre témoin assisté. Alors c'est pas une mise en examen, mais ça veut pas dire non plus qu'il y avait rien contre eux. Enfin, en tout cas pour la justice portugaise, ils étaient d'une certaine manière suspects. Et moi j'étais un peu avant et à ce moment-là, quoi, parce qu'on sentait que ça a commencé à arriver. Donc c'est pour ça que je suis allé sur place. Bon, déjà au départ c'était quand même de se rendre compte des lieux et de voir l'ampleur que ça avait prise. Et surtout ce qui est frappant, c'est la présence des médias britanniques qui est quand même assez dingue. Donc on est vraiment dans une station balnéaire qui est très 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 fréquentée par les Anglais. Donc on est dans une station balnéaire qui est vraiment fréquentée par beaucoup de touristes anglais. L'aéroport de Lagos, c'est constellé de vols en provenance de tous les aéroports britanniques. Et donc sur place, les commerçants parlent anglais, les journaux anglais sont en vente. Et au moment de la disparition de Madi, tous les médias anglais avaient dépêché des reporters, plusieurs. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'espèce le Caire ni d'espions là-bas, c'était Praia da Luz, ni de journalistes britanniques, quoi. Et qui sortaient des infos tous les jours, mais alors sans qu'on sache vraiment d'où ça vienne. Après, ils n'ont pas forcément les mêmes méthodes que les nôtres. C'est assez agressif. On sait que les médias anglais payent. Enfin, moi, j'en sais rien. J'ai rien constaté. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de frénésie. Et le petit reporter français, au milieu de tout ça, il se dit bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Bon, après, on fait ce qu'on sait faire, du reportage, des interviews. On n'a pas vocation à sortir des infos quand ça se passe forcément dans un pays étranger. Enfin, si c'est notre métier, mais
Parce que je veux dire, on n'a pas les sources primaires des enquêteurs. Mais donc, on rend compte d'un état d'esprit, et on décrit des lieux, tout simplement, parce que... Une ambiance, et puis, où est l'appartement où se situait la famille, où est la piscine, où se trouvaient les parents quand ils dînaient au moment de la disparition. Voilà, c'est ça qu'on raconte. Et aussi, tout le climat. Et moi, ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est le très fort ressentiment des Portugais par rapport aux parents de Mady, en fait. Parce que parce qu'en fait, Mady a disparu alors que ses parents étaient en train de dîner avec des amis au bord de la piscine de l'hôtel où ils étaient en vacances. Alors, en fait, c'est pas une résidence qui est complètement clôturée, si je puis dire. L'appartement où ils étaient, c'est un petit appartement, et en fait, il faut sortir, longer le complexe sur 200 mètres, et re-rentrer pour aller au bord de la piscine. Mais alors, du bord de la piscine, on voit la terrasse de l'appartement. Je veux dire, on est vraiment juste à côté. Mais on n'est pas dans une enceinte totalement close. Pour beaucoup de Portugais, enfin vraiment, je l'ai ressenti à la fois au moment de la disparition et quand j'y suis retourné au moment de la mise en cause de Christian Bruckner, et ce sentiment-là, il perdure. C'est l'idée, on ne laisse pas ses enfants le soir quand on va dîner. Alors, il y a des gens que ça choque ici ou moins, enfin voilà, mais c'est vrai que là-bas au Portugal, c'est vraiment, tout le monde disait ça. Ça ne fait pas d'eux des suspects, mais disons que ça leur attire pas forcément les bonnes grâces, quoi. Et donc, c'est pour ça que la thèse aussi des enquêteurs portugais, quand ils ont mis en cause les parents de Mady, leur thèse c'était, c'est un accident domestique, elle est morte pendant qu'ils étaient en train de dîner, et pour maquiller ça, leur incurie, ils se sont débarrassés du corps parce que, en gros, ils se sentaient coupables d'avoir abandonné leur petite fille. Bon, voilà, après, ils sont juste, c'était un soir d'été, ils sont juste allés déjeuner à 300 mètres en voyant les lieux. Donc, moi, je sais pas, après, voilà, à l'époque, il y avait des éléments qui ont été totalement balayés. Mais c'est vrai que ce sentiment-là est quand même très fort, et je vois que le temps passe et ça n'a pas changé. Il perdure un peu. Vous les avez rencontrés, vous, les parents de Mady ? Ah non, pas du tout. Depuis le départ, ils ont une communication très active, mais en même temps très protégée, si je puis dire. Ils avaient un communicant au départ qui était un ancien communicant de Downing Street, donc ils sont pas si facilement accessibles. Et c'est vrai que pour les médias étrangers, c'est pas forcément leur vecteur de communication privilégié, mais après, le site est fréquemment abondé. À chaque fois qu'il y a une étape importante, il y a un communiqué, donc en tout cas, il y a un point de vue qui est donné à chaque fois. Il y a ce premier suspect qui habite pas loin, avec sa maman, etc., qui est toujours là à aider les enquêteurs. Évidemment, ce personnage devient suspect. Pourquoi ? En fait, oui, il s'appelle Robert Murat. C'est un Britannique qui habite non loin du lieu de la disparition. Et c'est vrai qu'au départ, il est très présent, il participe aux recherches. Et en fait, il fait la traduction, parce qu'il habite au Portugal depuis longtemps, il est anglais, donc il aide tout le monde. Et au bout d'un moment, on va se dire oui, il est peut-être trop là, il est peut-être suspect, et il va être mis en cause officiellement par les Portugais. Et alors là, la presse britannique va se déchaîner sur lui, sortir quantité de choses plus ou moins vraies, et finalement assez vite, son implication va être totalement écartée. Enfin, il n'y a absolument rien du tout, mais rien du tout qui le relie à la disparition de Mady. Et d'ailleurs, il va faire des procès, il va gagner, il va gagner de l'argent, non, il va être indemnisé, puisque quand même il aurait été très gravement mis en cause, et il va gagner ses procès contre la presse. Mais il y a une espèce d'emballement, et on ne sait pas du tout pourquoi. Voilà, juste il était anglais, il parlait portugais, il était présent, quoi. Alors on sait que dans l'histoire des faits divers, c'est arrivé que Patrick Henry, Holly et Jessica à Manchester, enfin des acteurs qui participent aux recherches s'avèrent être les suspects, voire même les coupables. Donc évidemment, tout est possible, ça l'excluait pas, mais enfin il faut quand même des éléments pour mettre en cause quelqu'un, et là il n'y avait rien du tout. Enfin, ils ont tellement rien à ce moment-là qu'ils mettent, j'ai l'impression, un peu en cause n'importe qui, parce que Bruckner, il arrive assez tard finalement. Ah oui, Bruckner, il arrive beaucoup plus tard, mais Murat, c'est pas juste 3 lignes dans la presse pour dire tiens, il y a ce gars-là, il a officiellement été mis en cause. Enfin, donc à ce moment-là, on le relaye, c'est naturel, mais pour mettre en cause quelqu'un, il faut quand même des éléments. Ça, c'est quand même la responsabilité des autorités policières et judiciaires portugaises de mettre en cause un suspect. Alors, un suspect, évidemment, n'est pas coupable. Voilà, et là, on se dit,
de ce qu'on ne peut en savoir, on ne voyait vraiment rien qui puisse officiellement le mettre en cause dans cette histoire. Si ce n'est sa présence à proximité. Mais alors, ça fait beaucoup de suspects. C'est ça. Alors, ce Christian Bruckner, parlons-en. Il arrive assez tard, finalement. Comment et pourquoi il devient le suspect? Alors, c'est vraiment l'invité surprise qu'on n'attendait pas. C'est une satisfaction. Oui, parce qu'on se dit, peut-être enfin, cette histoire dramatique, parce qu'on parle quand même de la disparition d'une petite fille, et ça, il faut quand même jamais l'oublier. Bien sûr. Peut-être on va savoir, on va la retrouver en vie, c'est l'espoir de ses parents qui continuent à le dire. Bon, quand même le temps a passé et malheureusement on peut imaginer qu'elle est décédée. Enfin voilà, j'ai absolument aucun élément, mais bon, c'est en tout cas une crainte qu'on peut avoir. En tout cas, voilà, donc l'invité surprise, Christian Bruckner, les autorités allemandes disent voilà, on a un suspect, il est allemand. Il a un passé, il a été condamné pour des infractions sexuelles sur mineurs quand lui-même était mineur. Il a été dans un centre de détention pour mineurs. À sa sortie, il est parti au Portugal avec sa copine de l'époque. Au Portugal, il s'est signalé par des délits de droit commun, des cambriolages, des vols dans des hôtels, du vol de carburant, un peu de trafic de stupéfiants. Et là où son parcours, intéresse encore plus, c'est que il a été identifié comme le suspect d'un viol commis à Praia da Luz. Donc c'est la ville où a disparu Maddy. Alors là, sa victime présumée, parce qu'il n'a pas été condamné encore, c'est une septuagénaire. Voilà, mais ça se passe dans une villa qui est non loin de la plage de Praia da Luz, à quelques centaines de mètres de l'Ocean Club, là où résidait Maddy avec ses parents. Bon, déjà, ça le place un peu dans la région. On sait qu'il habitait dans différents endroits, pas très loin, dans une route un peu à l'écart, et aussi sur les hauteurs de Praia da Luz, au bout d'un chemin un peu rocailleux, au milieu des champs et des chevaux, enfin, peu importe, mais en tout cas, c'est vraiment sur les hauteurs de Praia da Luz. Vous y êtes allé? Oui, je suis allé, ouais. Et il habitait aussi dans un village à quelques kilomètres où il n'a pas laissé un très bon souvenir d'un gars un peu violent qui était armé. Bon, disons qu'il a un profil, il était sur place. Il a été mis en cause pour des faits de nature sexuelle aussi sur des mineurs. Et aussi, on sait qu'il a reçu un coup de téléphone peu de temps avant la disparition de Maddy, non loin de l'Ocean Club, l'hôtel. Et donc, ça le place aussi pas loin des lieux. Alors, la police allemande a lancé un appel à témoins pour chercher à identifier le numéro de téléphone qu'il avait appelé. Et les enquêteurs ont aussi saisi son van avec lequel il circulait sur place à l'époque pour faire des recherches, des prélèvements. Et on ne sait pas exactement tout ce que ça a donné, mais je me souviens d'avoir vu les gens qui avaient racheté ce van et qui avaient fait des vacances. Ce sont les propriétaires d'une casse auto au Portugal, mais qui l'avaient acheté pour eux, et qui en ont fait leur véhicule personnel. Et je voyais les fils qui me disaient, ça fait quand même bizarre de voir le van avec lequel on est parti en vacances à l'une de tous les médias, quoi. Et donc en fait, il raconte que des policiers sont venus dans la casse saisir le van avant que le nom de Christian Bruckner soit révélé publiquement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des investigations qui ont précédé cette conférence de presse du parquet de Brunswick pour annoncer que Christian Bruckner était suspect. Et donc voilà, c'est tout cet ensemble d'éléments qui en font un suspect évidemment très 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 intéressant. Mais comme je disais tout à l'heure, voilà, je suis quand même surpris qu'il n'y ait pas d'éléments un peu plus précis, incriminants, et même encore aujourd'hui, quoi. Alors, juste ce qu'on sait, c'est que c'est pas de l'ADN. A priori, c'est à peu près la seule chose que. Et il y a une histoire de mail qui l'incrimine. Alors ça, je sais pas, je me souviens plus. Qui aurait été retrouvé dans son ordinateur, vous vous rappelez pas? Il y a aussi qu'à un moment, quand il voit un reportage télé, il dit mais je connais des choses là-dessus. Oui. Voilà. Ah, ça, on en parle dans le récit. Il est où aujourd'hui, ce Bruckner? Alors il est en prison, il est pris en prison en Allemagne parce que il a été condamné à plusieurs reprises et il doit être jugé pour plusieurs infractions et je pense qu'il est rejugé pour des faits de nature sexuelle. Mais c'est vrai qu'il a un casier quand même très très chargé et en tout cas il est au frais, si je puis dire. C'est un suspect dont la justice, allemande, a la maîtrise, si je puis dire. On sait où il est. Il a été, au départ, il refusait d'être entendu sur l'affaire Maddy. Alors, il faut préciser qu'il conteste, en tout cas par la voix de ses avocats, qu'il conteste toute implication dans la disparition de Maddy. Effectivement, c'est important de le signaler. Mais est-ce qu'il est renvoyé devant un tribunal ou pas encore? Pas sur Maddy, non. Pas sur Maddy. Toujours pas. Donc l'enquête se poursuit. L'enquête se poursuit, oui. Vous avez traité, vous, Timothée, je l'ai dit, de très nombreuses affaires de faits divers et d'enquêtes criminelles. En quoi celle-ci vous a marqué? Alors, comme je vous l'ai dit, déjà, c'est une petite fille. Et
il y a des faits divers qui durent, et après, j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier qu'il y a des victimes derrière. Je ferai le parallèle avec Grégory, j'ai travaillé sur Grégory. Et Grégory, il faut quand même se souvenir que c'est un petit garçon qui a été ligoté, noyé, et dont on sait aujourd'hui que c'était par vengeance. Alors on n'a pas les auteurs, il y a des suspicions, mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est que c'était une vengeance familiale et que c'était pour faire mal à ses parents. Et qu'est-ce qu'il y a de plus ignoble que de tuer l'enfant d'un couple pour s'en prendre à eux, par vengeance. Voilà. Alors c'est pas du tout... Alors, a priori, pas du tout la même chose pour Maddy. Mais ce que je veux dire, il faut pas oublier qu'on est sur la disparition d'une petite fille, et que pour des parents, pour l'entourage, pour ses frères, c'est quand même ce qu'il peut y avoir de pire, et un traumatisme. Donc déjà, voilà pourquoi cette affaire, elle est marquante pour ça. Après, elle est marquante parce qu'il y a le mystère, évidemment, parce qu'on sait pas. Et quand on sait pas, on peut tout imaginer. D'ailleurs, beaucoup de gens imaginent. Ça part un peu dans tous les sens. Et il y a aussi que les parents de Maddy ont aussi contribué à en faire un fait divers mondial, puisqu'ils ont été extrêmement présents. Ils ont organisé beaucoup d'événements pour qu'on parle de Maddy, qu'on n'oublie pas, que tout le monde voit sa photo. Ils ont rencontré le pape. À l'époque, il y avait David Beckham, qui était vraiment une très grande star du football, qui avait pris la parole, qui avait évoqué le cas de Maddy. Enfin, il y a eu une multiplicité d'événements qui ont contribué à en faire cette histoire, parce que elle a été médiatisée par la volonté des parents. Alors, c'est ça aussi qui fait que cette histoire, elle tient, parce que elle a été médiatisée vraiment un peu partout dans le monde, quoi. Et ça s'est pas cantonné juste à l'Europe, en fait. Il y a aussi des choses en Amérique du Sud. Une série Netflix, quand même. Une série Netflix. Donc, voilà. Et on ne sait pas. Et le fait aussi qu'il y ait plusieurs pays qui sont impliqués, que les Anglais ont régulièrement aussi relancé l'affaire. Scotland Yard était dedans, mais à l'époque, David Cameron, qui était Premier ministre, avait fait la promesse qu'il se passerait des choses. Il a relancé les investigations. Enfin, donc il y a aussi que ce dossier, il est vivant, si je puis dire. Oui. C'est que régulièrement, il y a quand même des informations qui sortent, plus ou moins vérifiées, mais enfin, il se passe des choses. Donc c'est aussi ça qui fait que ça perdure, et que, évidemment, on a envie de savoir évidemment où se trouve Maddy, et ce qui lui est arrivé. Ce qui lui est arrivé, et puis quand même, on vit dans, la justice, c'est pas rien, et l'impunité, c'est quand même ce qu'il y a de pire, et que si cette petite fille a effectivement été enlevée et malheureusement tuée, on ne peut que souhaiter qu'un ou des suspects reconnus et qu'il soit jugé par les standards d'un état de droit, avec une défense, mais l'impunité, non. Bien sûr. Voilà, c'est sur ces mots qu'on va terminer, Timothée. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste au Parisien. Vous signez vos papiers faits divers depuis de très nombreuses années. Merci beaucoup, Timothée Boutry. De rien, merci à vous. Voilà. C'est ainsi que se termine cette saison sur l'affaire Maddy McCann. Elle a été écrite par Manon Gauthier-Faure et réalisée par Joe Daou. Merci encore une fois, chers auditeurs, d'être toujours plus nombreux à l'écoute d'Homicide. Vous savez que c'est très important pour nous si vous nous mettez des petites étoiles et des commentaires sous vos applis de podcast préférés. À très vite.